Juste quelques points que j'aimerais souligner. Pour commencer, comme cela a été annoncé ce matin concernant le tremblement de terre au Venezuela, j'ai parlé plus tôt aujourd'hui avec Delcy Rodriguez, la présidente par intérim. Nous attendons évidemment Nous mobilisons déjà les équipes de recherche et de sauvetage du comté de Fairfax en Virginie et de Los Angeles. Il y aura d'autres équipes que nous allons ajouter. Leur besoin le plus urgent est les opérations de recherche et de sauvetage. Avec de nombreux bâtiments effondrés, ils auront besoin d'aide pour déblayer les décombres. L'aéroport est très endommagé, donc nous dépendrons du département de la guerre pour y envoyer des ressources. Et nous aidons aussi avec des images aériennes, surtout dans les zones côtières, où ils n'ont pas une visibilité complète sur les dégâts ou l'impact. Ce sont les besoins urgents à court terme pour les prochaines 48 à 72 heures. Lors des recherches et sauvetages, on agit vite pour sauver des vies tant qu'il est possible. Les personnes sont piégées sous les décombres. D'autres pays répondent aussi. Les Qataris ont déjà proposé leur aide après nos échanges plus tôt aujourd'hui. Oui, El Salvador s'est également proposé et plusieurs pays de la région, y compris le Chili et d'autres, nous ont contactés pour nous informer et faire en sorte que cela se réalise. À mesure que nous avançons dans la phase de réponse et de rétablissement à court terme, la seconde consistera à identifier leurs besoins urgents et à long terme. Auront-ils besoin d'aide durable ? Nous aurons une meilleure évaluation dans les prochaines 48 heures lorsque nous serons sur place et au fur et à mesure que les autorités vénézuéliennes clarifieront les dégâts causés aux habitations. Où abriter ceux qui n'ont nulle part où aller ? Que pouvons-nous faire pour aider à rétablir leur communication, leur accès à Internet et aux télécommunications ? Nous devrons également gérer ce que nous pensons être une augmentation des dons privés. Je peux imaginer qu'il y aura beaucoup de personnes des États-Unis et des entités aux États-Unis. Nous avons déjà contacté certaines des principales organisations caritatives, mais je sais qu'au niveau local, surtout dans des endroits comme là où je vis, dans le sud de la Floride, il y aura beaucoup de personnes qui voudront aider, apporter leur soutien, et nous devons simplement trouver un moyen d'intervenir et d'offrir un soutien logistique pour cela. De plus, nous avons déjà activé nos équipes d'intervention en cas de catastrophe au département d'État ainsi que nos efforts humanitaires. C'est quelque chose que nous avons très bien fait en Jamaïque après cette tempête et c'est quelque chose pour lequel nous sommes vraiment prêts maintenant. J'ai donc déjà parlé avec le secrétaire Exet. Le département de la guerre va devoir jouer un grand rôle logistique ici car ils ont la capacité d'atteindre des endroits difficiles d'accès. En ce moment, l'aéroport de Caracas est endommagé, l'une des pistes est fissurée. Mais le département de la guerre a les moyens de faire atterrir des appareils. Dans ce genre de situation, nous en aurons besoin. Nous avons donc une réponse gouvernementale complète, massive, rapide et efficace. Nous restons en contact via notre ambassade sur place. Je crois que nous avons presque toute notre équipe recensée là-bas. Et bien sûr, les Américains sont en sécurité. Le dernier point, c'est que nous savons qu'il y a des citoyens américains actuellement au Venezuela, donc nous avons également mis en place les procédures habituelles pour qu'ils puissent communiquer avec nous s'ils ont besoin d'aide ou d'assistance. Lors de cette visite, nous avons eu une réunion très productive. Je sais que vous entendez cela tout le temps, mais c'était vraiment une excellente réunion avec les pays du Golfe. Ils ont partagé des préoccupations concrètes et des idées importantes. La principale préoccupation est qu'ils veulent vraiment être informés à chaque étape pendant les négociations, tant au niveau technique qu'au niveau politique. Nous voulons leur implication. Le Qatar est utile comme médiateur, mais les opinions de tous ces pays doivent être prises en compte. Nous ne prendrons pas de décisions ou d'engagements qui nuisent à la prospérité, à la stabilité ou à la sécurité de nos partenaires du Golfe. Ainsi, à chaque étape, nous établirons une communication continue pour éviter qu'ils apprennent les informations par les médias. Sans vouloir vous manquer de respect, ils doivent l'entendre directement de notre part et être impliqués autant que possible à mesure que nous avançons. Et c'est quelque chose dont nous avons parlé aujourd'hui. Ils ont quelques autres questions spécifiques. Une chose est devenue claire. Il est très clair qu'il n'y a aucun soutien parmi les pays du Golfe pour tout type de péage, de taxes ou de frais pour l'utilisation des eaux internationales. Le président a clairement indiqué que cela n'arrivera pas. Cela n'en fera pas partie. Cela ne peut pas en faire partie. Il l'a de nouveau clairement indiqué hier dans le bureau ovale lors d'une conférence de presse et j'ai réitéré ce point, ce qui a été un message bien accueilli par nos partenaires ici lorsqu'ils l'ont entendu également. Donc, très bien, allons-y. Et vous avez dit, allez-y. Dans vos commentaires de ce matin, vous avez mentionné que... En accord avec l'Iran, cela se fera au détriment des pays du Golfe. Oui, bien sûr.
Vous voulez voir mon visage? Oui, désolé, continuez. Dans vos commentaires de ce matin, monsieur, vous avez dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'Iran. Cela va, en quelque sorte, aller à l'encontre des intérêts des États du Golfe. Cela signifie-t-il que, lors des négociations avec l'Iran, vous aborderez la question des groupes armés soutenus par l'Iran et des menaces sur le détroit d'Ormuz qui, même sans fermeture, affectent la navigation maritime? Le trafic et aussi les groupes armés soutenus par l'Iran? Oui, le mémorandum d'entente évoque la paix régionale et la non-ingérence dans la souveraineté ou les intérêts des pays indépendants. Or, c'est justement ce que font les groupes armés soutenus par l'Iran. Ils interfèrent dans la souveraineté d'un pays. Donner de l'argent au Hezbollah pour concurrencer le gouvernement libanais, c'est interférer dans leur politique. En parrainant des milices en Irak, vous interférez dans ce pays. Lorsque vous parrainez, vous savez, le Hamas ou les Houthis ou qui que ce soit, vous portez atteinte à la souveraineté de ces pays, donc cela est inclus. Le mémorandum prévoit une discussion sur ces questions parce que c'est fondamental. Ce sujet sera certainement discuté car, après tout, il n'y aura pas de paix et de stabilité dans cette région tant qu'il y aura des acteurs non étatiques opérant à l'intérieur des frontières de pays souverains et financés par l'Iran. Merci. Quel est votre commentaire sur le différend entre l'Iran et Oman concernant la sécurité du passage dans cette région du détroit stratégique d'Ormuz? Oui, nous en sommes arrivés à un point où, par exemple, les Iraniens disent une chose, mais il se passe en réalité autre chose. Je dirais à tous, il est clair pour nous, et cela devrait l'être pour vous, que le système iranien continuera à produire une rhétorique maximaliste. Ils mettront des gens à la télévision et dans les médias officiels pour faire des déclarations, mais nous ne nous soucions pas de leurs conférences de presse. Ce qui nous intéresse, c'est si les navires bougent vraiment. Si les navires se déplacent comme prévu, c'est ce que nous évaluerons et auquel nous réagirons. Si, en revanche, cette rhétorique s'accompagne de menaces réelles et que les navires ne bougent pas, cela viole l'accord et nous aurons un problème avec cela. Donc, nous observons le flux continu des navires. Dans ce cas, cette route sert à l'effort d'évacuation dirigé par l'Organisation maritime internationale et cela doit continuer. Tant que ça dure, ils peuvent organiser autant de conférences de presse qu'ils veulent. Si cela s'arrête, alors nous aurons un problème. Merci. Oman s'est engagé à ne pas imposer de taxes ou de péages, réaffirmant qu'il n'a aucun intérêt pour ce système, même après les négociations de 60 jours. Je ne sais pas si elle a déjà été publiée, mais notre déclaration conjointe de la réunion est très claire. C'est pourquoi je voudrais réitérer le point que j'ai mentionné précédemment, au cas où vous n'étiez pas présent lors de la partie ouverte. Taxes et péages sont la même chose. On paie pour passer, peu importe si on appelle cela une taxe, un péage ou un don, c'est un péage. C'est ainsi que nous définissons. Il s'agit d'une voie navigable internationale. Aucune nation ne soutient l'idée de payer pour traverser les détroits. Réfléchissez-y ainsi. Ce n'est même pas envisageable. Supposons que nous devenions complètement fous et décidions d'accepter un mécanisme de péage ou de taxe. Comment cela marcherait-il? Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il si un navire refuse de payer? Ce n'est pas un péage. Il ne peut pas être perçu. Recevez-le par courrier. Ils deviennent alors des cibles. Si vous tirez et coulez un navire, aucun autre ne bougera. Ce type de système est imprudent et irréalisable. Il vaut mieux oublier cette idée tout de suite. Nous avons déjà été très clairs. Vous pouvez appeler ça une taxe ou un péage. Appelez-le comme vous voulez. Si vous faites payer l'accès au détroit, nous ne soutiendrons ni ne tolérerons cela. La salle était unanime sur ce point. Monsieur, Secret. deux choses. Pour le Venezuela, une valeur en dollars pour l'aide est-elle déjà fixée ou est-ce trop tôt? C'est encore trop tôt, mais ils en ont besoin. Ayant vécu dans le sud de la Floride et traversé des ouragans touchant les Caraïbes, j'ai appris qu'il faut attendre pour identifier les besoins. La priorité la plus immédiate en ce moment est la recherche et le sauvetage, car il est essentiel de sortir les gens des décombres dans les 48 heures pour qu'ils puissent survivre. Et c'est pourquoi c'est la première chose à laquelle nous allons répondre. Ensuite, nous évaluerons quels sont leurs autres besoins. J'imagine, d'après ce que je sais sur ce genre de situation, qu'ils vont avoir besoin d'un endroit. Comment hébergez-vous toutes ces personnes à court terme? Donc, nous allons mieux comprendre cela. Il ne s'est même pas encore écoulé 12 heures, pas encore de chiffres, mais le président est totalement engagé à soutenir le Venezuela. Et deuxièmement, êtes-vous au courant ou savez-vous si une partie de l'argent gelé détenu par le Qatar a été transférée? Non. Déjà vers l'Iran? Je ne suis pas au courant et personne dans notre système ne l'a dit. Je ne sais pas si vous faites référence à une quelconque nouvelle, mais jusqu'à présent, nous ne savons rien d'aucun argent et nous n'avons autorisé aucun transfert. D'accord.
L'argent est-il toujours là? D'après moi, c'est ce que nous comprenons. D'accord. Pas d'accord là-dessus, il vaut mieux continuer comme ça. À propos des résultats de la réunion avec le roi aujourd'hui, C'était très positif. Nous sommes venus tout d'abord pour une relation à long terme. Nous sommes ici depuis des décennies, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau entre nos pays. Comme toujours, il s'agit simplement d'exprimer notre gratitude pour tout le soutien reçu pendant ce conflit. Et la deuxième chose est simplement de réitérer les points que j'ai mentionnés avec vous, c'est-à-dire que nous représentons évidemment le président des États-Unis. Si nous pouvons conclure un accord avec l'Iran qui soit bénéfique pour tous, nous voulons le faire. Nous allons le faire. Nous allons donner toutes les chances pour que cela fonctionne. Mais aussi pour préciser que nous n'allons rien faire ni accepter quoi que ce soit. Qu'il ne soit pas au courant, qu'il ne le soit pas, que nos partenaires dans la région ne soient pas au courant, que nos partenaires dans la région ne soient pas alignés, et que d'une certaine manière, cela puisse compromettre leur sécurité et leur stabilité. Pour les rassurer sur les mêmes points évoqués lors de la réunion du CCG, Monsieur, Monsieur le secrétaire, lors de la réunion avec les alliés du CCG, l'un d'entre eux s'est-il engagé à contribuer à cette reconstruction de 300 milliards de dollars? non, cela n'a pas été discuté. Je veux dire, cette question de la reconstruction est encore très lointaine, et c'est quelque chose qui, vous savez, sera abordé au moment approprié de ce processus. Mais cela n'a été discuté par personne. vous dites que vous tracez vos lignes rouges, tant en ce qui concerne Hormuz que le programme nucléaire. Oui, l'Iran rejette ces termes. Quelle est la prochaine étape de Washington? Eh bien, écoutez, le président a plusieurs options à sa disposition. Si l'Iran revient sur sa parole, ou si l'Iran décide qu'il ne veut pas d'accord, espérons que ce ne sera pas le cas. Nous ne voulons pas que ce soit le cas, nous allons donner toutes les chances à la diplomatie de fonctionner. Nous avons une bonne équipe qui travaille là-dessus. Donc, si cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas, le président sait quelles sont ses options. Je ne vais pas discuter de ces options avec vous, mais le président dispose de nombreuses options. Armand. Vous avez utilisé des termes très directs. Pour décrire les Iraniens, vous qualifiez la direction iranienne de... Vous les traitiez de fanatiques théocratiques. Pensez-vous que c'est toujours le cas? Eh bien, ce n'est pas une question de croyance, c'est un fait. Le système iranien est dirigé par des clercs radicaux. Ils l'ont toujours dirigé et le dirigent encore. Cela dit, nous devons aussi gérer la géopolitique de la situation. Et donc, il y a une question de savoir s'ils ont changé leur mentalité ou s'ils ont changé leur approche concernant leurs relations. Oui, pour les États-Unis et voisins, donnons-lui une chance de fonctionner. Mais peut-être que cela a changé, je ne dis pas que cela a changé. Je dis que le président veut explorer si c'est le cas, et si cela a changé, nous allons le découvrir. Mais nous ne le découvrirons pas par ce qu'ils disent, nous le découvrirons par ce qu'ils font. Nous allons les juger sur leurs actions, et nous allons tester cette hypothèse et voir. Écoute, personne n'a dit que ce serait facile. Nous savons que les personnes au plus haut niveau de ce gouvernement suivent encore la même théologie et mentalité qu'auparavant. Mais il y a des secteurs politiques qui semblent plus flexibles et ouverts au dialogue, et c'est avec eux que nous négocions. Nous verrons comment tout cela se termine. Le mois dernier, le président Trump a menacé de bombarder Oman s'ils imposaient des péages dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, vous avez dit qu'aucune nation ne devrait imposer de péages dans les détroits naturels. Comment sont les relations bilatérales avec Oman aujourd'hui? Êtes-vous convaincu qu'il ne joue pas double jeu? Des manœuvres sur cette même question? Notre relation avec Oman se passe bien. Au final, il n'y aura ni taxes ni péages. Ils ont signé. Vous savez, ils étaient là à la réunion aujourd'hui et ils ont dit qu'ils n'étaient pas en faveur d'un système de péage. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Je dois vraiment demander parce qu'il y a quelques semaines à peine, il y avait la menace de bombarder Oman. Donc, ça ne semblait pas aller si bien que ça. Je ne peux parler que d'aujourd'hui. Lors de la réunion, ils ont confirmé et signé qu'il n'y aurait ni taxes ni péages. C'est pourquoi je pense que leur signature est une bonne nouvelle. Monsieur le secrétaire, concernant le Venezuela, il y avait un processus de stabilisation en cours. Oui, cela a clairement eu un impact majeur. Craignez-vous que ce séisme affecte ce processus? Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Nous craignons qu'il y ait des personnes ensevelies et nous voulons les secourir. Certains ont de la famille aux Ewa. Mais indépendamment de cela, nous répondons toujours aux crises humanitaires, surtout dans notre hémisphère. Nous nous concentrons là-dessus maintenant. Les tremblements de terre ne relèvent pas du processus de stabilisation et ne sont pas planifiés, mais nous y répondons de manière positive. Nous sommes heureux de voir que d'autres pays de la région se mobilisent également. Je veux dire, El Salvador et le président Bukele n'avaient pas de bonnes relations avec le Venezuela, mais il a tout de suite envoyé une équipe de secours. Concentrons-nous maintenant sur l'aspect humain.
Des personnes ont été blessées, certaines sont décédées, d'autres grièvement blessées et certaines restent coincées sous les décombres. Concentrons-nous là-dessus. Je ne crois pas que nous l'analysions dans le cadre du processus de stabilisation plus large. C'est clairement un recul. Mais nous allons surmonter cela et je crois que le Venezuela en sortira plus fort, malgré la tragédie qu'il traverse actuellement. Monsieur le secrétaire, le mémorandum n'a pas précisé les années pendant lesquelles l'Iran ne doit pas développer d'armes nucléaires. L'accord final a-t-il besoin d'un chiffre? Je n'apprécie pas cela. C'est pourquoi, non. Pourquoi le MOU n'aurait-il pas cela? Parce qu'il n'est pas un accord final, mais établit seulement la structure et les paramètres pour négocier. Et il ne fait aucun doute que, dans le cadre de cette négociation, des termes très spécifiques, comme les années et les limites, seront discutés. Et cela inclut les mécanismes par lesquels cela sera vérifié et appliqué. Mais y a-t-il un chiffre? Ce matin, il y aura des négociations entre le CCG et l'Iran et l'Irak concernant Hormuz. Soutenez-vous ce genre de... Qu'est-ce que c'est? Nous venons d'apprendre ce matin qu'il y aura une négociation entre le CCG, l'Iran et l'Irak concernant Hormuz. Vous soutenez cela? Je ne suis pas au courant de cela et je n'ai pas vu ce rapport. Cela n'a pas été discuté avec moi aujourd'hui, donc je ne peux pas commenter. Monsieur le secrétaire, allez-y. Le CCG est... Négocie-t-il directement avec l'Iran pour réduire les tensions? Eh bien, je ne peux pas parler des communications de ces pays au niveau bilatéral. J'imagine qu'ils ont toujours eu des communications et le Qatar a été un médiateur clé à cet égard. Concernant notre protocole d'accord dans lequel nous serons impliqués, ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est qu'il y aura un mécanisme, parce que jusqu'à présent il a été utilisé pour tout, mais il y aura un système établi où, à chaque étape du processus, au fur et à mesure que les développements auront lieu, tant dans les discussions techniques que politiques autour du MOL, ils seront inclus. Nous allons nous assurer qu'ils soient informés de tout ce qui est discuté, de tout ce qui est envisagé, et nous pourrons aligner leurs points de vue et leurs intérêts avec les nôtres dans ce sens. De nombreux États ont subi des attaques de missiles. Y compris le Bahreïn. Pendant le récent, oui. Ah, mais il n'y a pas eu de mention. Ah, c'était dans le protocole d'accord. Le récent, oui, mais il n'y a pas eu de mention de cela dans le protocole d'accord entre... Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Qu'en diriez-vous? Eh bien, voyez-vous, je pense qu'il y a un malentendu. Le protocole d'accord n'a pas à être exhaustif. En gros, il définit les bases de la négociation, tout comme l'a fait le protocole d'accord. Il y avait des points spécifiques concernant la réouverture immédiate des détroits, mais au final, il établit les règles du processus de négociation. Dans ce processus, j'imagine que beaucoup de choses seront discutées. En ce qui concerne le CCG, ils ont mentionné aujourd'hui quelque chose qui les intéresse beaucoup. Ils veulent une sorte de financement pour la reconstruction. Ils ont subi des dommages, ils veulent être indemnisés pour ces dommages. Donc j'imagine qu'en tant que partie du processus du protocole d'accord et de leur implication avec nous dans ce processus, des questions comme celle-ci vont surgir, n'est-ce pas? Allons-y, votre homologue italien a annulé un engagement avant votre venue. Avez-vous discuté des tensions entre Trump et la première ministre Meloni avec votre collègue? Je lui ai parlé vendredi dernier. Vendredi ou samedi, ils ont décidé de ne pas venir. Plusieurs accords sur les minéraux critiques et d'autres sujets sont déjà finalisés et seront bientôt signés. J'ai une bonne relation avec lui. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas à Miami. J'étais déjà en route, donc ça a marché. Dommage que l'événement ait été interrompu. Je pense qu'ils auraient dû venir, mais nous avions déjà des accords à signer. Nous allons bientôt les signer. Il nous reste juste à trouver un lieu. Le dernier peut-il tourner la page et reconstruire la confiance entre alliés? Oui, je réfléchis aux relations avec l'Italie. Il n'y a pas d'obstacles militaires ou autres. Évidemment, le président est irrité. Il pense que ce n'est pas seulement l'Italie, mais aussi d'autres pays. Lorsque nous faisions face à une menace, surtout contre l'Europe, de nombreux pays européens ne se sont pas positionnés ni n'ont agi suffisamment, y compris, malheureusement, l'Italie. Mais il faudra que nous gérions cela. Mais ses points de vue à ce sujet ont toujours été très clairs. Cela ne devrait surprendre personne. Il l'a répété, il l'a encore dit hier, il l'est. Ces points seront abordés lors du sommet de l'OTAN dans quelques semaines. La semaine dernière, le vice-président Vance a dit dans la salle de réunion que parfois le président Trump se sent frustré parce qu'à chaque fois dans la salle de réunion, à une réunion avec le président... Que fais-tu ici dans la salle de réunion? Salah, il a dit que le président Trump était parfois frustré chaque fois qu'un accord entre Israël et le Liban semblait proche. Israël utilisait un type de bombe tuant des civils à Beyrouth, ce qui paraissait inutile, de nombreux républicains. J'ai entendu ces remarques au Congrès. Inapproprié. Qu'en as-tu pensé?
Alors, une des choses qui s'est passée, c'est que nous avons en fait réussi à le faire. Vendredi dernier, nous avons réactivé le mécanisme de surveillance qui était inactif. Maintenant, la tête, est de la confusion. Et libanais. Malheureusement, vendredi dernier, nous avons réactivé le mécanisme de surveillance. Incident, nous n'acceptons plus la parole de tiers. Nous pouvons voir, qualifier et quantifier ce qui s'est réellement passé. Hier, par exemple, 2 hommes armés du Hezbollah dans un véhicule se sont approchés d'un poste israélien et les Israéliens ont réagi à cette situation. Si cela s'était produit il y a une semaine, la nouvelle aurait simplement été que 2 Libanais ont été tués par des Israéliens. Maintenant, nous savons ce qui s'est passé. Nous avons clairement vu sur les images que 2 hommes armés, n'appartenant pas à l'armée libanaise, représentaient une menace pour le poste de contrôle. Cela change tout par rapport à ce que nous recevions auparavant. De plus, aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous avons quelques heures d'avance ici. Aujourd'hui marque le 3e jour de discussion entre les autorités libanaises et israéliennes. Hier, c'est très bien passé. Je crois que nous sommes très proches d'obtenir un engagement d'intérêt, un engagement d'intention entre les 2 pays, ce qui, à mon avis, commence à dessiner un avenir prometteur. Ce sera un processus. Cela prendra du temps. Cela demandera beaucoup de travail. Pour la première fois en 30 ans, le gouvernement souverain du Liban dialogue directement avec celui d'Israël. Nous allons négocier et travailler avec eux, pas avec le Hezbollah, qui n'est pas le gouvernement du Liban. Le Liban a son propre gouvernement et des dirigeants élus démocratiquement. Ils ont le droit souverain de parler et de défendre les intérêts du peuple libanais. Ce que nous voulons pour le Liban, c'est un avenir pacifique. C'est le souhait de tous ici. Sincèrement, nous aurons un engagement d'intérêt positif, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Nous espérons qu'aujourd'hui sera un jour pour avancer sur certains des points sur lesquels nous avons progressé hier. Vous partagiez l'avis du vice-président ? Non, je vous ai déjà expliqué notre démarche actuelle, et c'est tout. Nous allons savoir ce qui se passe réellement. Et nous pourrons faire une évaluation honnête de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. Malheureusement, ces dernières semaines, il n'y avait que le flou quant à savoir exactement qui a frappé quoi, où et pourquoi. Je pense que cela a maintenant été affronté et résolu. Donc je crois que cela va nous donner beaucoup de clarté sur ce processus. Mettons simplement cette question au clair. Quel est l'écart entre vous et le vice-président ? À propos de quelle question ? Surtout au sujet de l'Iran. Cette administration ? Non, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes tous ici alignés avec le président des États-Unis, chacun de nous. Le président des États-Unis est celui qui définit la politique étrangère de notre pays. Et notre rôle, évidemment, est de conseiller, de faire des suggestions, de donner des avis. Cependant, le président, élu par notre peuple, dirige la politique étrangère. Le président prend ses décisions et nous tous, membres de son équipe, chacun de nous, travaillons en parfaite harmonie, très proches les uns des autres, pour exécuter la politique étrangère du président. Tout ce que nous faisons, c'est parce que le président a décidé que cela serait fait. Et l'une des choses dont je suis le plus fier, je ne peux pas parler pour tous les secteurs de notre gouvernement, car je ne suis pas impliqué dans d'autres domaines de notre gouvernement, mais l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que lorsqu'il s'agit de politique étrangère et de sécurité nationale, il n'y a pas de drame, nous ne faisons pas de petits jeux. Nous avons un groupe de personnes qui travaillent très bien ensemble et en étroite collaboration pour exécuter les directives du président. Et c'est pourquoi je crois que nous avons obtenu de bons résultats et des réussites. Nous continuerons à obtenir de bons résultats et des succès. Chacun a un rôle important à jouer et tout le monde joue ce rôle et le fait de manière collaborative. D'accord. Et je pense que cela sert bien le président. Et je pense que cela sert bien le pays. Bien sûr. L'un d'eux, c'est vous. Concernant les discussions avec l'Iran en tant que principal diplomate, ne souhaiteriez-vous pas jouer un rôle plus direct dans ces conversations menées par la vice-présidente ? Écoutez, je pense que, comme tout autre, c'est une analyse stupide. La vice-présidente est la 2e dans la hiérarchie du gouvernement. Cela prouve que nous prenons cette initiative au sérieux. Notre équipe travaille là-dessus et je suis ici parce qu'ils ont voyagé. Nous avons tous un rôle à jouer et après 3 jours dans ce pays clé, je pense que c'est une question stupide. Le vice-président des États-Unis est, après le président, la 2e personne la plus puissante du gouvernement. Le fait qu'il soit directement impliqué dans cela montre l'importance que notre administration a accordée à ce sujet. C'est très positif qu'il soit impliqué, monsieur le secrétaire. Vous savez que toutes les menaces venant d'Iran concernent Hormuz et leur effet sur le trafic maritime. Comment pouvons-nous mettre fin à cela ? Même s'ils essaient de fermer, cela affecte quand même la navigation là-bas. Eh bien, cela affecte parce qu'ils ont fait exploser des navires et poser des mines. Cela doit être traité directement. Nous voulons une approche plus... Nous, il y a beaucoup de navires qui circulent en ce moment, mais nous devons revenir à ce que le détroit était avant ce conflit, parce que c'est une voie navigable internationale et c'est ainsi que cela continuera d'être, d'une manière ou d'une autre.
Monsieur le secrétaire, craignez-vous que l'allègement des sanctions contre l'Iran finance son armée et ses groupes alliés? Quelle influence Zissiwa a-t-il pour empêcher cela? Si l'Iran utilise ses fonds pour financer des groupes ou des missiles, l'accord échouera. Non. Nous le savons, mais nous espérons que non. Pour l'instant, il n'y a qu'une autorisation de 60 jours pour permettre aux négociations d'avancer et de voir où elles mènent. Je le répète, si l'Iran veut vraiment un accord, les États-Unis sont ouverts. Si ce n'est pas le cas, alors le président le saura et il aura des options à sa disposition. Juste une question sur l'OTAN. Hier, nous avons appris qu'un haut responsable a déclaré à Washington qu'en réalité, des alliés comme l'Italie ont aidé les armées et l'IWA et ont ouvert leur base aux Américains. Des avions de chasse? L'Iran a réagi aujourd'hui, accusant l'OTAN de complicité. Ils affirment qu'ils sont responsables du déclenchement de cette guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Hein? L'Iran? D'accord. Quelle est votre réaction face à ça? Regarde. Nous avons toujours affirmé que l'Iran constitue une menace plus grave pour l'Europe que pour les États-Unis. L'Iran a déjà des missiles pouvant atteindre l'Europe, ce qui alimente la frustration du président. Tout le monde aime dire partout que l'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires, que l'Iran ne doit jamais avoir une capacité nucléaire. Mais le seul qui était prêt à faire quelque chose à ce sujet, c'était le président. Et quand il a agi, il a trouvé des alliés qui nous ont compliqué l'utilisation de nos bases. Et donc, encore une fois, si vous parlez de l'alliance de l'OTAN, l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours soutenu fermement notre présence dans l'OTAN, c'est parce que cela nous garantit des droits d'utilisation de base qui nous permettent de projeter notre puissance et de protéger nos intérêts. Mais si vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces bases par ces pays, alors cela remet en question toute l'alliance. Quant au président, il croit que l'Iran représente une menace plus grande pour l'Europe que pour les États-Unis. Quand il a agi à ce sujet, il n'a pas demandé de soutien militaire à ces pays. Nous n'avions pas besoin de leur aide. Il a demandé si nous pouvions utiliser les bases, mais certains ont refusé ou rendu les choses difficiles, ce qui le dérange et, franchement, jette une ombre sur l'espoir que l'OTAN soit ajustée. Je dois y aller et continuer. À propos de l'Irak, je suis curieux de savoir à quel point vous êtes préoccupé par le fait que l'Iran consolide le contrôle sur ses milices alliées là-bas. Et même avec ces discussions en cours, quel type de menace future cela représente-t-il pour vos voisins? C'est encore un exemple d'ingérence iranienne dans les affaires souveraines d'un autre pays, ici l'Irak. Ils ont un nouveau Premier ministre qui forme un gouvernement. Nous avons reçu de bons signaux et il ira bientôt à Washington rencontrer le président. Et notre espoir est que, vous savez, nous continuerons à défendre la souveraineté, le respect de la souveraineté du peuple irakien et non l'ingérence de l'Iran. Ce sera donc un sujet de discussion. Nous avons déjà contacté le nouveau Premier ministre qui a eu un premier échange téléphonique avec le président. Nous suivons la situation. Jusqu'à présent, il y a eu de bons signes et quelques bonnes mesures qu'il a prises dans la formation de son gouvernement. Mais, évidemment, il reste encore quelques défis. Mais c'est quelque chose que nous allons suivre de très près. Dernière question, les gars, on doit se préparer à partir. Juste une de plus sur les états du CCG. Indemnisation pour les dommages. Comment cela pourrait-il être fait? Cela pourrait-il venir des fonds débloqués? Je ne vais pas spéculer sur la façon dont cela sera résolu. J'ai simplement signalé que cela a été évoqué lors de la réunion d'aujourd'hui. Cela les intéresse et nous devrons aborder ce point à un moment donné. Mais nous n'avons pas encore vraiment travaillé sur les détails de cela, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de la Russie auparavant? À propos de qui? La Russie accuse les États-Unis de ne pas respecter, entre guillemets, les accords ou ententes que nous avons eus en Alaska. Oui, s'il vous plaît. Il n'y a eu aucun accord en Alaska. Il y a eu une proposition en Alaska, mais il n'y a pas eu d'accord en Alaska. S'il y avait eu un accord, la guerre serait déjà terminée. Le président et Zewa restent prêts à aider à promouvoir une fin durable au conflit en Ukraine. Il y a 20 000 soldats tués par mois, la plupart russes. Cela a été débilitant pour l'Europe et surtout pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine et de plus en plus pour la Russie. Alors, si nous sommes prêts à avancer et à jouer un rôle constructif, s'il y en a un pour nous, en réunissant les partis et en mettant fin à cette guerre. C'est ce que le président tente depuis 1 an et demi. Mais il n'y a pas eu d'accord en Alaska. Il y a eu une proposition faite en Alaska, mais il n'y a jamais eu d'accord. S'il y en avait eu, faite par les États-Unis, car c'est pareil à ce que vous avez vu publier.